Salut Van! Salut, ça va? Hey, moi, il y a quelque chose qui me surprend vraiment dans ton musée. À chaque fois que je rentre ici, à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent faire un tour, c'est tout le temps « Oh my God, la collection de crânes humains, ça fait tout le temps jaser. C'est impressionnant. Puis t'en as tellement des différents. C'est incroyable, en tout cas. Fait que, ouais, j'aimerais ça en savoir vraiment plus sur tes crânes, que tu expliques qu'est-ce que c'est, d'où ce qu'ils viennent. Tu sais, j'ai sorti quelques crânes. On en fera un autre plus tard avec d'autres. Je vais y aller un peu sur l'histoire de pourquoi on collectionne, pourquoi on a ça, pourquoi on utilise ça. Il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur pourquoi avoir ça. Exact. Puis d'aussi, il y a beaucoup de gens qui me disent « Hey, c'est pas éthique. Mais on connaît pas, dans le fond, les gens ne connaissent pas les tribus, les autres religions, ou qu'ils utilisent les crânes humains puis tous les artefacts comme ça à des fins cérémoniales. Ouais. À des fins, c'est super important pour eux autres. Donc, on va passer à travers un peu les processus puis la différence entre différents types. J'ai peut-être expliqué brièvement dans d'autres podcasts. Je vais y aller plus en détail aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension là-dessus. Oui. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vais commencer avec, tu sais, comme aujourd'hui, on disait, on utilise plus des squelettes qui sont faits en résine médicale. Mais on peut regarder ici, ça, c'est ici, on a un squelette, un crâne humain qui est médical. Ces crânes-là, celui-là, je te dirais que date probablement du début 1900. La patine est quand même un peu plus vieille parce que des fois, le crâne va être super blanc, mais avec les années, le gras, en fait, va ressortir, va faire... la saleté, la poussière, la boucane, ça peut être plein d'éléments. Ça va faire changer la couleur. Puis, on peut vraiment voir ces crânes-là quand c'est des crânes médicales parce qu'ils ont souvent des attaches, des crochets ici, puis des vis qui ont été plantées, qui ont été mis dans le crâne pour pouvoir l'étudier anatomiquement. On peut voir aussi que, mettons, ces crânes-là sont souvent des crânes qui n'ont pas de dents parce que c'est des crânes de personnes âgées. OK. Fait que, bon, les crânes des gens qui n'avaient plus de dents et puis à l'époque, les gens dentaires non plus n'étaient pas la même chose. Là. Les gens, des fois, se faisaient arracher les dents quand ils avaient 20 ans là, pour se faire mettre des dentiers plus jeunes. Donc, aussi, on peut remarquer quand vous avez un crâne médical comme ça, beaucoup de monde qui me demande « C'est-tu un vrai? C'est pas un vrai? » Parce que j'ai des gens tout le temps là, qui m'envoient des photos. Je me suis fait offrir ça, ça vaut tant, ça vaut-tu la peine? C'est dur de voir en photo des fois parce qu'il y a des crânes médicales qui sont tellement bien faits. Les reproductions qui sont bien faites. Les reproductions qui sont super bien faites. Et je vous dirais, c'est sûr que quand vous voulez acheter un crâne, le vendeur va sûrement pas vous laisser driller un trou dedans, mais c'est l'affaire à faire. Prendre une drill puis driller un petit trou. L'odeur de la poudre d'os, c'est vraiment différent de la résine. Vous allez faire comme « Oh my God, OK, c'est vraiment comme un os ». Sinon, vous pouvez toujours regarder dans les cracks comme celui-là, vu que c'est un vieux, c'est plus difficile à cause que plus que l'humain vieillit, plus que les fontanelles, en fait, vont se fusionner ensemble. Donc, une personne qui est âgée, on va pratiquement plus voir les lignes qui vont relier. Ça continue à changer même plus tard dans la vie. Exact. Là. Je vais t'en montrer des plus jeunes aussi. Donc, c'est un indicatif aussi de l'âge de la personne. De la personne, parce que si on prend, mettons, des bébés ici, les fœtus, les crânes de fœtus et les crânes de bébé, ici, il va y avoir un trou sur le top de la tête. Fait que ça veut dire que c'est pas encore totalement fermé. Et plus qu'on vieillit, dans le fond, plus que ça va se fusionner. Comme celui-là ici, on voit que si on passe notre doigt, là, on voit les lignes, mais c'est toute lisse, c'est toute la même grandeur. Quand on est plus jeune, il va y avoir encore une texture, comme je vais montrer un autre crâne après. C'est aussi un peu pour ça que pour les gens qui nettoient des crânes, supposons d'animaux, c'est souvent super difficile de conserver le crâne d'un animal naissant qui est décédé parce que on le voit, là c'est tellement mince, le dessus du crâne, ça a tendance à tout en vouloir se défaire et c'est tellement dur à conserver. Dans le peroxyde, tu le fais dissoudre, il n'y a rien qui fonctionne. Fait que c'est un peu la même chose pour les crânes humains. Fait que c'est ça. Fait que beaucoup de gens qui me demandent, mais comment ça, tu as des crânes? Ben, l'étape numéro 1, c'est les crânes médicales qui ont été réutilisés, qui sont plus vraiment utilisés dans les universités aujourd'hui. Donc, ces crânes-là... C'est des vieux artefacts d'école, de médecins. À des médecins, des docteurs qui sont partis à la retraite, qui avaient ça, qui ont vendu ça, ça s'est vendu dans les enchères, tout ça. Fait que c'est possible d'en trouver sur le marché. Puis, mais de moins en moins oui, c'est ça, de moins en moins. Mais oui, et c'est totalement légal. Ça n'est pas illégal. C'est des trucs qui ont été étudiés
qui ont été utilisés pour l'étude de la médecine. Fait que ça, je vous montre celui-là. Ça, c'était un crâne, je le trouve intéressant vu qu'on voit qu'il n'y a plus de dents, que les fontanelles sont soudées ensemble. On voit vraiment que c'est un crâne médical. Fait que c'est vraiment des choses typiques comme ça que vous allez pouvoir, mettons, trouver sur le marché dans des ventes de succession puis dans des affaires comme ça. Ça va être plus des crânes comme ça qui vont être trouvés. J'y vais avec mon deuxième. Si on a un autre crâne médical, celui-là, j'aime vraiment la préparation. En fait, c'est un crâne d'enfant parce qu'on voit les dents de bébé et les dents d'adulte. Ah, qui sont en train de... Oui, les prochaines dents qui sortent. Oui, wow! On voit des doubles dents, des petites dents qui percent. Ici, le crâne a été ouvert sur le côté, donc on peut voir les dents d'adulte et les dents d'enfant en haut. Puis aussi, si on regarde celui-là, cette soudure-là, on la voit plus sur le crâne de personnes âgées. Oui, c'est vrai, il n'était pas là. Puis ici, on peut voir qu'il y a vraiment comme une petite distance, que ça soit 1 mm entre les deux plaques. Elle est fermée, mais elle n'est pas soudée. Parce qu'en fait, le crâne n'a pas fini sa croissance totale, vu que c'est comme... Ça a l'air d'être Oui, ça, c'est un enfant qui est en train de... Un enfant de 6, 7, 7 ans à peu près. À l'âge où est-ce que les dents tombent et qu'ils repoussent. Exact. Fait que, le crâne va encore grossir. Puis même quelqu'un de 20 ans, ses plaques ne seront pas totalement fermées. Ça va être plus un peu plus tard là, que les plaques vont commencer à fusionner. Puis même ici, tu sais, ça, c'est le lobe temporel aussi là, qu'on peut voir qui n'est pas fusionné non plus, tandis que sur la personne âgée qu'on a vu tantôt, on ne voit plus ces soudures-là de côté. Donc ça peut être une bonne indicatif aussi de l'âge. Puis bon, c'est sûr que, tu sais, éthiquement parlant, bon, c'est triste, un enfant qui est décédé, mais en même temps... c'est des corps qui ont été légués à la science. Il y a beaucoup... Dans les Antiquités, par contre, il y a beaucoup de crânes qui provenaient de Inde, du Pakistan, dans ces affaires-là, que les familles donnaient le corps, vendaient corps de leurs défunts pour les industries médicales. C'est resté comme ça. Ces crânes-là ont toujours été utilisés. Puis bon, nous autres, on les garde. Là. C'est mieux, moi, je trouve, de les garder dans une collection que de les mettre au vidange. C'est bon de savoir que la transaction se termine ici, que c'est comme ils vont rester là dans un musée, c'est parfait. Puis je pense que s'ils sortent du musée, ça va être éventuellement pour aller dans un autre musée peut-être. Oui, puis tu sais là, c'est parce qu'on connaît pas le pedigree de ce crâne-là. Tu vois, tu sais, même ici, je vois qu'il y a comme un trou dans le tête. Oui, il a été troué. Donc, je sais pas si c'est une maladie qu'il y avait ou quelque chose qui s'est passé ou des autopsies qui ont fait ou quelque chose comme ça. C'est ça qui est difficile, par exemple, c'est avoir l'information totale sur le crâne quand même. On n'aura pas le nom, c'est sûr. Non. T'sais. Je veux dire, même moi, là, j'ai le collier encore qui sont pris aux douanes, puis on me demande des certificats de décès. Mais aucun crâne humain et médical vient avec un certificat de décès. Ben non. Ils viennent pas avec le nom, on dira pas ça reste anonyme. Exact. Donc, c'est donné à la science, c'est ça. Ça reste anonyme. Mais c'est pas tout le monde qui est parfait comme ça. Fait que c'est mieux comme ça. Ça, c'était les crânes médicales, mais on a aussi des crânes qui vont être historiques. Donc, beaucoup d'archéologues qui vont faire des fouilles pour trouver des crânes de Néandertal puis des affaires comme ça. C'est des choses qui ne se trouveront jamais sur le marché là, parce que c'est des trucs qui valent super cher. Super rare. C'est ça, ça va être vraiment gardé dans des universités. Puis toi, t'en as? Non, j'ai pas ça. non, j'ai pas ça. Je pensais que t'allais m'en sortir un. Non, j'ai des répliques. J'ai des répliques de ces crânes-là en résine. J'ai toute l'évolution du crâne humain. Là, je les ai pas sortis en résine parce que ça, c'est quelque chose que j'adorais avoir, mais j'aurais jamais de budget de me payer quelque chose comme ça, même aux enchères. Par contre, on peut aller dans quelque chose qui est plus récent, qui va être un crâne comme ça. Celui-là qui provient d'une collection aussi qui est écrit ici. Là, j'essaie de lire. C'est écrit en autre langue, je ne comprends pas. Mais il y a une étiquette. C'est un crâne qui date qui était dans une collection au début des années 1900. Et c'est un crâne de Toulouse allongé. Je sais pas si c'est quoi. Ce n'est un, ça. Oui. Mais il n'est pas très proéminent, là. En fait, les crânes, on va parler des crânes allongés dans la culture. Oui, ça m'intéresse. Dans ces cultures-là. Ça, je vais vous en remontrer plus tard, mais ça, c'était en Amérique du Sud. Donc, on voyait ça plus au Pérou, dans ces cultures-là, où ils faisaient un bandage autour de la tête pour allonger. Dès la naissance de l'enfant. Dès la naissance, pour allonger le crâne. Ça, c'est des crânes qui sont des artefacts qui valent super cher, tout ça. Mais est-ce que c'était est-ce que tu sais s'ils faisaient ça dans un but religieux ou c'était comme juste esthétique? Je pense que c'était esthétique. Oui. Tu vois, je suis en train d'écrire des trucs là-dessus, je m'informe. Mais je suis pas mal plus sûre que c'était esthétique. Peut-être statut aussi. Rang social. Tout ça. Tandis que ici,
Il y a beaucoup d'autres cultures qui faisaient l'allongement des crânes. Là. Il y en a en Afrique, il y en a dans tous les continents. Mm-hmm. Puis à Toulouse, en France, dans le fond, on retrouve beaucoup d'artefacts de crânes qui ont cette shape-là. Fait que vous voyez un peu sur un crâne plus normal qui est arrondi, celui-là va être plate. Va être aplati. Donc, on va utiliser des planches qui étaient râpées alentour du crâne pour aplatir le crâne. Puis ça, on disait que ça protégeait le poupon là, de de la fragilité du cerveau. Exact. Mais au lieu d'y mettre un petit casque de vélo, ils mettaient une planche. Parce que ça, c'était pas, tu sais, c'était 1800, 1700, dans ces années-là, tout ça. Fait que dans la région de Toulouse, en France, c'est vraiment là où ils pratiquaient cette pratique-là. Donc, on peut retrouver des fois des crânes dans des écoles médicales ou dans des collections qui sont allongés, qui proviennent de France et non d'Amérique du Sud. Donc, celui-là ici, on peut voir vraiment, c'est comme la petite face polaire. Là, on voit que c'est un enfant, ça aussi. C'est un adulte. D'après moi, c'est un adulte parce que, regarde, tu vois pas ici c'est quasiment tout fusionné ensemble. Là. Mais c'est parce qu'on dirait que, vu que le crâne, justement, a été aplati, on dirait que ça éraptise, ça fait un effet comme plus petit de la tête. Oui, peut-être. Fait qu'on a vraiment l'impression que c'est un enfant. Exact. Puis je suis pas biologiste humaine, biologiste. Je suis pas étudiée là-dedans. Je suis pas une spécialiste dans le domaine. Je suis pas une spécialiste, donc je peux pas vous dire si c'était un homme ou une femme, quelque chose. Il y a des choses qui vont faire la différence, mais bon, faut le savoir. Fait que, puis juste ici aussi, tu sais, quand on voit les petites... les os qui sont sur le côté, là, à l'habitude, là, on a un gros trou ici. Puis tellement qu'il a été aplati, ici, on a un mini-trou. Ça l'a déformé, oui. Fait qu'il est tout vraiment déformé. Ça l'a atrophié. Fait que... Wow! Il est vraiment impressionnant, celui-là. Je vais prendre une petite gorgée. Ben oui, dans nos petits verres crâne, full concept. Ensuite, si on continue en Europe, on parle des crânes d'ossuaires. Il y en a peut-être qui ont déjà été visités en République tchèque. Dans ces places-là, il y a des cathédrales qui sont toutes faites en os humaine. Il y a des ossuaires, beaucoup qui sont en Autriche. En République tchèque, dans ces coins-là. Beaucoup d'ossuaires en Europe. Puis dans le fond, les ossuaires étaient créés à cause que dans les années 1700 et avant, il y a eu beaucoup, tu sais, la peste, des choses comme ça, qu'il y a des décès de masse qui se sont faits. Fait qu'ils ne savaient plus où mettre. Ils ont mis ça dans des fosses un peu communes. Ils ont laissé ça. Et puis, plus tard, après, déterrer ces crânes-là pour faire de la place pour mettre des nouveaux corps. Les crânes, ils les laissaient pas plus des fois que 5 ans, 6 ans enterrés. Déterraient, faire de la place pour le nouveau corps dans ces sanctuaires religieux-là. Puis les crânes qui déterraient, ils les laissaient au soleil pour qu'ils se bleachent. Puis après ça, on les rentrait dans l'ossuaire. Et puis, dans le milieu des années 1700, on a commencé à faire de l'art dessus. Donc, les gens ont commencé à peinturer des fleurs, marquer des noms, marquer des années, tout ça dessus. Donc, si j'ai vraiment un vrai crâne ossuaire qui était dans un ossuaire en Europe, donc, c'est un des mêmes crânes qui aurait pu faire partie des catacombes, en fait. Oui, c'est ça. Celui-là, je pense qu'il est daté 1873. Okay. Donc, c'est l'époque victorienne. Mais tu vois, ici, le crâne a beaucoup d'érosion. Donc, il a été nettoyé par le sol, qui a été ensuite ressorti pour être mis dans un ossuaire. Donc, pour les gens, petite parenthèse, pour les gens qui veulent conserver des crânes puis qui disent « Ah, je l'ai enterré, puis je l'ai déterré 2-3 ans plus tard. Ah, il est brun, il est tout pété. » Ben c'est un petit peu normal parce que le sol, ça a un peu endommagé. C'est du calcium, mais ça se fait dissoudre par l'eau. C'est ça. Fait que c'est tellement pas une bonne technique à faire. Moi, je le déconseille toujours. C'est vraiment d'aller voir des spécialistes qui vont nettoyer les crânes avec des dermestres. Moi, c'est à un crâne que vous trouvez sur le bord de la route, puis c'est pas important pour vous, mais si c'est votre animal personnel ou quelque chose, c'est important de faire un bon traitement. Il va tout le temps avoir une patine un peu grise-brune, jaunâtre. Il sera jamais blanc après. Non, c'est ça. Puis l'os va être trop magané pour pouvoir le bleacher, pour faire un il va se défaire aussi des fois. Fait que non, faites pas ça. Faites pas ça. Exact. Puis là, quand on parle aussi que c'est illégal d'aller creuser dans des cimetières, parce que je dis que ça... Là, je suis en train de dire que ça provient d'un cimetière. Oui. Mais celui-ci a été creusé dans les années 1800 et c'est maintenant une pièce artistique qui a été peinturée dans les années 1800 aussi. A été écrit en allemand dessus. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. C'est peut-être le nom de quelqu'un directement. Et puis, il y a des ossuaires comme ça que... Il y a des petites chapelles, des affaires comme ça. Comme ici, au Québec, toutes les églises ferment. Des petites chapelles qui pouvaient avoir une petite ossuaire en dessous qui a fermé.
des gens qui ont récolté ci, qui ont récolté des trucs, puis ça s'est ramassé dans des collections privées. Parce qu'aujourd'hui, les ossuaires qu'il y a en Europe, c'est impossible de sortir des crânes de là, sont plus en je me trompe tout le temps en Autriche. Australia. Austria. Ça aussi. On est rendu en Australie, là. Autriche. Là. Hey, j'ai de la misère avec ces mots-là. Ah non, c'est la sangria qui parle, là, c'est pour ça. Là. Donc, c'est quand même très rare d'avoir ces crânes-là sur le marché, mais ils sont 100% légales aussi, des pièces artistiques d'époque. Puis moi, ça me rappelle, j'adore l'histoire, puis c'est vraiment quelque chose qui me fait, tu sais, penser à l'époque victorienne, comment on voulait commémorer, parce que dans l'époque victorienne, on préservait les cheveux des gens pour faire des bijoux avec, pour faire des cadres commémoratifs, des tableaux. On faisait, j'en ai plusieurs dans ma collection, je ferai un épisode là-dessus, mais j'ai des monuments tombeaux en cire sculptés avec des cheveux humains dans des arbres faits. C'était vraiment une époque où on faisait de l'art avec la mort. On rendait un hommage aux gens. Aux décédés, oui. Exact. Puis ça a arrêté parce que c'est devenu tabou un peu plus dans les années 1900. C'est vrai que la mort est devenue tabou à une époque où est-ce qu'il fallait pas en parler, il fallait pas non, comme... c'est ça. C'est dommage. On se dit que dans les années 1800, les activités de fin de semaine aux gens, c'était d'aller dans des funérailles parce qu'il y a des gens qui mouraient toutes les semaines de maladies, l'espérance de vie était moins haute, la médecine était moins évoluée. Donc, c'était normal. C'était un événement social. Oui, c'est ça. Tout le monde allait là. Oui. L'habit du dimanche était sorti. C'était un habit funéraire. Il y avait des bijoux, des bijoux pour quand tu étais veuve. Tu portais ce bijou-là. Il y avait vraiment des coutumes faites, puis c'était correct de prendre des photos post-mortem. Il y avait vraiment un truc artistique alentour de ça. On faisait des fleurs. Et c'était un immense respect envers les décédés qu'aujourd'hui, j'ai l'impression on n'a plus ça. Non, parce qu'on veut le cacher, on veut l'oublier, ça nous fait de la peine, on veut pas en parler, c'est tabou. Et moi, tu vois, j'ai un âme de l'époque victorienne, fait que je tripe sur cette époque-là. Puis... de rendre hommage comme ça, justement, tu sais, ma grand-mère est décédée récemment, puis ma demande spéciale, c'était qu'on lui coupe une mèche de cheveux pour que je puisse faire Oui, on l'a. Fait que je vais lui faire un arrangement victorien. J'ai gardé des objets à elle. Tu vois, je sais pas pourquoi j'ai un frisson. Ça me touche. Je vais lui faire un cadre. Je vais fouiller dans ses photos parce qu'elle était née dans les années 20. Fait que je vais fouiller dans ses photos pour avoir des photos d'époque, des objets d'époque qu'elle avait encore, puis faire un cadre avec ça, avec ses cheveux. Puis faire vraiment comme dans l'époque victorienne. Là. Essayer de faire un petit moulage en cire de quelque chose, puis de commémorer ça. Puis avec ce projet-là aussi, j'aimerais ça, pouvoir montrer au monde que, hey, si vous voulez... Non, je suis... Non, pas vrai! Écoute, tu me connais, je suis empathique au bout, là. Moi, là, rien me fait pleurer, là. C'est parce que moi, je trouve ça vraiment dommage aujourd'hui. Là, c'est une parenthèse, mais vraiment dommage que, quand quelqu'un décède, on fait ramasser le corps, on appelle un salon funéraire. Le salon funéraire ramasse le corps. L'envoie à la crémation. Ils ont le petit speech de comme mes condoléances à toute la famille. Puis après ça, OK, on s'en va dans le bureau, ça va vous coûter 15 000 $. Vous allez avoir une photo, vous allez avoir ici. On expose ça, on fait des petits sandwichs, puis ciao, bye. OK? Moi, là, c'est une industrie. Moi, c'est une industrie. Puis je trouve tellement que ça, c'est un manque de respect aujourd'hui, que c'est juste monétaire, puis ils s'en foutent carrément de l'attachement émotionnel que les gens ont. C'est un numéro. En plus... c'est comme les tags qu'ils mettent après les orteils. Là. Toi, t'es ce numéro-là. Puis les gens qui sont en peine, je veux dire, tu vas leur dire, ben ça va coûter comme 15 000 $ pour telle affaire. Ils vont faire, ben oui, on veut le meilleur, tu sais, mais... C'est ça. Mais ça ne coûte pas ce prix-là. C'est des marges de profit immenses. Je trouve que ça devrait... retourner dans l'époque victorienne. Là, check-moi bien m'ouvrir un salon de salon funéraire style victorien. T'as encore de la place en arrière! Oui, c'est ça! Mais j'aimerais ça, avec le cadre que je vais faire pour ma grand-mère commémoratif, de peut-être partager ça puis dire aux gens, si vous voulez que je peux vous faire quelque chose sur demande, moi, ça me fait plaisir. Puis que les gens vont pouvoir avoir un souvenir comme photo, garder une mèche de cheveux, on peut faire un bijou avec, on peut faire, comme qu'on fait pour les animaux. OK, mais exemple, là, supposons, là, moi, là, je décède avant mon chum, puis je voudrais comme il léguer mon crâne aujourd'hui. Tu sais, volontairement, là, dire, je veux passer par une compagnie qui va nettoyer mon crâne un coup que je sois mort pour que mon chum puisse récupérer mon crâne.
L'affaire, c'est impossible de faire ça, là. Ben, il faut que ça soit notarié, il faut que ça soit approuvé, puis tout. Puis c'est drôle parce que c'est ton corps, c'est toi qui le lègues, tu pourrais décider de le léguer à n'importe qui. Mais moi, j'ai essayé chez le notaire avec une amie, là, puis le notaire, il nous a rien en face. Puis moi, c'est con, j'avais checké l'information pour justement récupérer des tatouages post-mortem. Tu sais, supposons, t'as ton chum qui meurt, il y avait un tatou, puis pour toi, ça signifiait beaucoup, puis pour lui aussi, puis de faire en sorte, j'aimerais ça aller juste récupérer ce petit morceau-là de peau pour pouvoir le faire un tannage puis le conserver, supposons, dans un cadre. J'avais déjà pensé à offrir ce service-là, mais là, je savais que je m'enlignais sur une affaire là, avec des avocats puis tout, puis des notaires, mais j'ai checké un petit peu parce que j'ai eu accès à un avocat. J'ai posé les questions, puis elle m'a rien chargé là, pour faire les recherches. Puis elle fait « Tu t'avances dans quelque chose de vraiment compliqué. » Fait que ça va coûter extrêmement cher parce que c'est vraiment, il faudrait que je passe chez le notaire, il faudrait que je passe voir un avocat, écrire un document avec la personne qui n'est pas encore décédée pour éventuellement, dans, supposons, 20 ans, un coup qui va décéder. Si ça donne pouvoir aller récupérer juste un petit morceau de peau à la morgue, ça devrait pas être si compliqué que ça. C'est tellement compliqué. Tu sais, quand que tout le monde est d'accord, tout le monde est OK avec la situation, de dire, gars, de toute manière, moi, je suis morte. Moi, je sais, quand je vais mourir, je m'en vais direct à crémation. Là. C'est pas vrai que mon chum, il va payer aussi cher pour que je sois exposée dans un cercueil. C'est plate, mais c'est ça. Là, moi, c'est ma vision de la chose, de la mort, on meurt, on est un tas de cendres, puis c'est fini. Là. Notre corps nous appartient plus. Là. Fait que, mais c'est juste que c'est un beau service qui pourrait être offert, mais à cause que c'est tellement compliqué avec les lois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Il n'y a personne qui pourrait se partir une compagnie de blanchiment de crâne humain là, aujourd'hui. Là. Je pense pas, non, en tout cas. Ça. Ben, en fait, c'est ça, c'est l'éthique d'aujourd'hui, mais pourtant... Mais ça serait cool que quelqu'un qui a de l'argent, qui est un petit peu excentrique et bizarre, là, s'il vous plaît, partez cette compagnie-là, vous allez... je sais pas. Il y a des gens qui sont encore, c'est pas respectueux, mais faire brûler tout le monde est d'accord. Faire brûler à la crémation, c'est pas plus respectueux, là, je veux dire. Ah ouais? L'âme, le corps, il n'est plus là. Moi, j'aime mieux garder un... OK, ça, c'est... Moi, je trouve ça beau aussi. C'est un souvenir. Ça traverse les années. Les gens en parlent, puis c'est fascinant. En tout cas, moi, ça me fait triper. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, là, mais moi, j'aime ça. De toute façon, ces gens-là, vous n'êtes pas obligés d'écouter le podcast. Changer de poste. Là, on continue. Mettons, on s'en va plus en Asie, en Océanie, dans ces coins-là. Il y a beaucoup de tribus qui, pour eux autres, il y a une vie après la mort. Tout ça sont vraiment croyants. Puis, on va avoir beaucoup de crânes humains décorés, gravés, sculptés, tout ça. Mais ça va être dans différents concepts. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, ce concept-là, on va avoir les crânes d'ancêtres, on va avoir les crânes de headhunter, les crânes de chasseurs. C'est carrément deux choses qui sont différentes. Là. Les crânes de headhunter, ça va être des ennemis qui ont été chassés, des têtes qui ont été coupées. Il y a eu une guerre entre deux tribus. C'est ça. Puis les crânes d'ancêtres, ben là, ça va être des crânes qui ont des vertus spirituelles dont on doit récupérer. Le cérémonial, le respect de l'ancêtre. Exact. Si on va chez les Dayaks, par contre, là, ici, je vous montre 2 crânes Dayak originales. OK, ça, c'est des crânes de collection 100%. Ce n'est pas des pièces de touristes qui proviennent de la collection de Billy Jameson. S'il y en a qui écoutent, qui connaissent, qui était à Toronto, il y avait une émission à la télé qui s'appelait Treasure Trader. Et puis, c'est rare de voir aussi les crânes Dayak avec la mâchoire. Dans le fond, d'habitude, on ne garde pas la mâchoire. Puis, je voulais vous montrer les deux parce que eux, dans le fond, leur coutume, dans ces crânes de Headhunter-là, en fait, c'était de donner un coup sur le côté de la tête, ici, de la tempe. OK, là. Pourquoi? Dans quel but? De tuer l'ennemi. OK. Oui. Moi, dans ma tête, c'était un ancêtre, là, puis après le décès. Qui étaient tués, ils donnaient un coup ici pour sortir le cerveau. OK. Il y a des tribus qui étaient cannibales qui mangeaient le cerveau et se disaient que ça allait leur donner les connaissances de la personne à qui le cerveau appartenait. Dans les tribus Dayak, les enfants naissaient au monde pas de nom, en fait, les garçons. Puis les noms étaient donnés quand ils avaient tué leur premier ennemi et on leur donnait le nom de l'ennemi. Oh my God! Ils prenaient le nom de la personne qui avait tué parce que dans leur raisonnement. Ouais, dans leur raisonnement,
vu qu'ils avaient tué cette personne-là, c'est eux qui emménageaient leur connaissance. C'est comme si la personne changeait de corps, ils s'appropriaient. Ah, wow! Oui, fait que ça, c'était leur coutume. Donc, c'est des crânes carrément spirituels qui ont été utilisés avec beaucoup de... Incroyable. Ouais, fait que ça, c'est vraiment des crânes authentiques là, d'époque. Là. Fait que quand on dit authentique, ça peut être 1800, début 1900. Je pense que les headhunters, depuis les années à peu près 80, ils ont arrêté de faire ça. Là. Depuis, les gouvernements ont été jasés avec les tribus. Puis, arrêtez de tuer des humains. C'est ça. Je pense qu'ils ont fait, moralement parlant, je pense que les tribus se sont un peu plus converties. Là. Il y en a là-bas qui ont des cellulaires, même dans les tribus. Tout ça. Fait que, regarde. Hier, j'étais en train de tuer un humain, puis aujourd'hui, je suis sur TikTok. Ils ont encore un peu leur même coutume. En Indonésie, par contre, ils déterrent encore leurs morts pour aller les changer de vêtements. Il y a des gens, chaque année, ils vont justement déterrer. Justement, j'ai quelqu'un sur Facebook qui est là-bas, puis le gars, il est là en ce moment, puis à tous les jours, il déterre une nouvelle personne, il change les vêtements, ils leur font des prières, ils nettoient, c'est ça. Exact, j'ai vu un reportage là-dessus, c'est tellement tout le monde est là, impressionnant. Ils prennent des photos de famille avec c'est la fête, là, puis ils leur donnent de la nourriture, ils font un grand festin, puis il y a de la musique, il y a de la danse, puis c'est vraiment hot. Exact. Fait que c'était un peu la vision de eux qui ont de la mort. La mort, c'est pas grave, c'est une autre étape. On prend les connaissances, cet âme-là s'en va. C'est vraiment un processus qui n'est pas tabou. Donc, pour moi, ces crânes-là, c'est des crânes qui ont été ramenés souvent par des aventuriers, des gens qui ont exploré ces tribus-là, qui ont ramené ça en Europe pour études, puis qui se retrouvent dans des collections. Donc, c'est ça. Celui-là, on peut vraiment avoir le trou qui la patine qu'elle a, on dirait qu'il a comme été brûlé. Est-ce qu'il a été fumigé ou... Non, dans le fond, quand tu vois, celui-là était normal. Puis celui-là, j'ai l'impression que c'est une genre de teinture, un vernis qu'ils ont appliqué dessus. J'en ai des crânes d'ailleurs qui sont plus touristes, dans le fond, qui sont plus récents, où il n'y a pas... la patine est comme ça, puis aussi, j'ai l'impression que c'est un genre de vernis peut-être végétal là, qui ont appliqué dessus. Aussi, on creusait un trou sur le top de la tête, là, mais en fait, on mettait un trou pour mettre une petite bande comme ça pour pouvoir accrocher ces crânes-là devant la maison pour dire c'est mon trophée à moi. C'est mon trophée de chasse. Oui, exact. Comme le gars avec son gros pick-up et son chevreuil qui met le panache en évidence. Exact. On va avoir les crânes qui vont être plus ancêtres. Donc, ça va être des crânes qui vont être décorés avec des plumes, avec des coquillages qui vont être vraiment embellis. Puis ça, dans le fond, c'est par statut social, le chef de la tribu va garder ce crâne-là. Il va l'utiliser comme oreiller. Va dormir dessus. Quoi? Ça va aider dans les rêves. Ça va... Oui, c'est comme un peu comme du chamanisme là-dedans. Oui, ben c'est ça. C'est plein de côtés spirituels. On pourrait en rentrer longtemps là-dedans. Je vais écrire un livre. Oui! J'ai écrit un livre. Donc, ça peut vous donner un exemple de ces crânes-là. Puis ensuite, si on change de continent puis on va en Afrique, en Afrique aussi, on a différentes tribus, dont le vaudou. Pour ceux qui ont peur du vaudou, en fait, il y a du vaudou qui est positif, il y a du vaudou qui est négatif. Ça comme la magie blanche, la magie noire. Exact. Ça va dépendre quel type de vaudou qui est pratiqué. Là. Ça, je ne m'y connais pas à 100%. On va avoir différentes régions. C'est souvent dans le Bénin, le Togo, le Cameroun, dans ces coins-là où que le vaudou est fait. Différentes régions vont avoir différents types de vaudou. Et puis, les crânes humains comme ça, c'était souvent des gens qui étaient importants, tout ça, qui ont été décorés pour faire des rituels. On faisait brûler le bleu qu'il y a sur le crâne, c'est de la cire qu'on faisait couler dessus. Okay. On rajoutait des clochettes, des trucs qu'on utilise pour des rituels. Je vois aussi qu'il y a des coquillages. Fait que celui-là ici, il vient je me trompe pas, je pense du Bénin. Ce crâne-là. Et puis, dans les années 80 environ, le gouvernement du Bénin, qui était aussi super religieux, a banni l'utilisation de vrais crânes humains vaudous et a ordonné à toutes les familles qui possédaient des crânes humains vaudous de les enterrer pour éloigner les mauvais esprits ou choses comme ça. Puis c'était passible d'une amende de prison si tu allais redéterrer ces crânes-là puis les mettre sur le marché. Donc ça ici, c'est des crânes qui ont été sortis du pays il y a
Pourquoi? Parce que les gens ne voulaient pas les renterrer. Ils voulaient pas nécessairement. C'est des gens, peut-être des familles qui ont immigré, qui avaient ça, qui ont c'était leur truc familial à eux, qui ont emmené ça. Ça s'est vendu sur le marché. D'autres, des explorateurs qui ont ramené des affaires un peu partout. Fait que c'est vraiment des pièces de collection parce qu'ils sont rares. Il doit en avoir plein enterrés. Oui, c'est sûr. Si le gouvernement s'en mêle, ils disent là, toutes les crânes vaudous qui existent, non, on veut plus ça. Fait qu'il a été caché pendant... Ben celui-là, non, parce qu'il était déjà sorti. OK, avant que la loi passe là-bas. C'est ça. Fait que, mais tu sais, c'est super intéressant. Moi, je suis pas quelqu'un qui est full... j'ai ma spiritualité, mais pas... Je ressens pas... Le vaudou, c'est pas ta branche, ça fait pas partie de toi. D'énergie quelconque avec... écran-là. Je comprends. Moi, je suis juste passionnée par l'histoire qu'il y a, donc ça me cause pas de problème, à moins que ça soit ça qui me donne ma bad luck dans la vie. Oui, parce que c'est un commentaire qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. « Wow, ta maison doit être hantée. » Moi, je pense que c'est juste une question de croyance. Tu sais, quand on parle de les esprits, de la vie après la mort, ça, c'est vraiment plus quelque chose de personnel. Tu sais, tu le vois si tu veux le voir, je pense. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui ressentent des énergies plus que d'autres, mais de là à dire qu'un endroit est hanté, c'est vraiment plus... Non, c'est ça. Moi, je te dirais, j'ai plus une personnalité scientifique que spirituelle. Exactement. Fait que je vais plus voir toute l'histoire qu'il y a eu avec ça, tout le côté de l'art. Fait que c'est ça qui m'intéresse. Puis de partager ça aussi avec les gens, je trouve ça super intéressant parce que c'est toutes des choses qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, puis nécessairement des musées... Qui est tout le temps caché. Mais oui. Puis même si tu vas au musée d'histoire naturelle, que ça soit à Ottawa, à Toronto, Rome, tout ça, il n'y en a pas de ça. Ils n'en parlent pas. Je sais qu'à McGill, ils ont une tête réduite. T'en as combien? 3. Puis c'est à peu près tout, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant de parler de ces coutumes-là qui ont rapport avec la mort pour... C'est pas tabou. Parce que chaque tribu, chaque pays, ils ont toute une version différente de la mort. Puis à toutes les fois que tu en parles, eux autres, ils croyaient à telle affaire, eux autres croyaient à telle affaire. Moi, je t'écoute parler, puis c'est comme, mais ça fait du sens. De la manière qu'eux autres, ils vivaient, de la manière que leur croyance, ça fait tout du sens. Ouais. Puis c'est ça qui est intéressant. Sur chaque continent, on va avoir des tribus qui vont récupérer les crânes humains pour faire soit de ancestor, headhunter, spiritualité, vaudou. Donc, même si on va en Amérique du Sud, on va tout avoir les Chouars en Équateur, au Pérou, qui vont faire les têtes réduites en Amazonie. On va avoir tout ce qui va être Paracas, Nazca, tout ce qui est Pérou. Il y en a tellement. Les crânes allongés, les crânes de chasse, des trophées de chasse au Pérou, humains aussi, il y en a. Après ça, en Afrique, quelques tribus, vaudou. Il y a d'autres crânes de d'autres tribus qui ont été décorés aussi avec des billes, avec ci, avec c'est ça. Moi, je regarde ta tablette, là, on ne voit pas là, à la caméra, là, mais je ne sais pas si on aurait le temps d'en parler encore ou peut-être à un autre épisode, là, mais tu en as tellement des crânes décorés différemment. Là, on le voit là, qu'ils viennent toutes d'une région différente. Oui, là, puis c'est super impressionnant. Les crânes, les momies. En Égypte, il y avait beaucoup les momies. Par contre, en Égypte, qu'est-ce qui est différent, c'est que l'Égypte a beaucoup rapatrié des trucs qui provenaient de l'Égypte pour les remettre dans le musée là-bas. Ouais. Donc, c'est plus touché à avoir des artefacts. Mais là, à ce temps, il n'y a plus rien, je pense, qui sort de l'Égypte. Non, il n'y a plus rien qui sort de l'Égypte. Puis, il y a des choses qui ont été rapatriées. Bon, c'est quand même possible d'avoir des trucs dans des collections privées, mais il faut faire vraiment attention parce que, mettons, sur eBay, là, il y a beaucoup d'affaires qui est écrit artefacts égyptiens. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien. Mais encore là, c'est pour le côté monétaire de la chose. Exact. Fait que c'est des gens là-bas là, qui font des répliques. Exact. Tu vois, moi, j'avais acheté un bout de papier russe. J'avais payé comme 300$, un petit bout. Puis je l'ai reçu. Puis la personne m'avait donné un certificat d'authentification avec. Je l'ai checké, j'ai un microscope. Là. Je voyais les pixels d'une photo photocopiée sur le papier russe. Super! Puis là, j'ai dit, écoute, il dit non, c'est 100% vrai, 100% vrai. Je dis, écoute, tu vois pas de pixels sur un. Tu sais, faut faire attention parce que quelqu'un qui n'aurait pas eu un microscope l'aurait pas vu. C'est moi qui ai checké parce que j'étais comme, la pièce est trop belle pour le prix. C'est
ça, c'est trop beau pour être vrai là, dans le domaine de l'oddities. Là, il y a vraiment, faut se méfier, là, que ce soit n'importe quoi, là, même de l'achat de taxidermie. Là. Des fois, j'aimerais passer ces réseaux sociaux, là, supposons un lion à vendre à 500$. Tu n'auras jamais de lion à vendre à 500$. Là. Fait qu'attends-toi que ton 500$, tu le reverras plus. Limite, ou soit qu'il n'existe pas. Ou soit que ça paraît pas sa photo, mais en fin de compte, ton lion, il est gros de même. Oui, c'est ça. C'est ça, il faut faire attention quand je dis aussi limite, hein, parce que j'ai bien du monde, des fois, qui achètent des collections. Ils sont comme, j'ai pogné un deal, j'ai pogné ça dans un chalet, puis tout, puis ils rendent ça. Mais ils sont pleins de bébites parce qu'ils ont mal été entretenus. Puis là, ça va affecter toutes les autres taxidermies. Puis c'est ça l'affaire aussi. Parce que quelqu'un qui se rend compte, supposons qu'il y a une collection de taxidermies, qui commence à avoir des mythes, il sait là, que c'est peine perdue. Là, que supposons sa taxidermie est vouée à être détruite et mangée par les mythes. Il n'y a pas moyen de la récupérer. Fait que oui, ça arrive que des fois, ces gens-là, ils disent « Ah, je vais la vendre, ça paraît pas trop, là, genre je vais camoufler un peu, puis je vais la mettre à vendre super pas cher pour au moins récupérer une partie de mon argent. » Fait que la personne envoie ça, le super deal. Ah, super taxidermie, pas cher, on va l'acheter tout de suite parce qu'avant quelqu'un d'autre la pogne, puis après ça, l'amène chez eux. Sûrement, la personne avait d'autres taxidermies. Fait que là, ça devient une infection. Oui, puis des fois, tu t'en rends pas compte. Si tu laisses tes taxidermies sur des tablettes, puis tu les regardes pas, puis tu vas juste comme une couple de mois plus tard, puis t'as comme du petit sable dans le bas. Ouais, non, ça, il est en train de se faire bouffer de l'intérieur. Puis la seule façon d'arrêter ça, c'est un congélateur assez grand, de le mettre dedans, puis de s'assurer que tes autres taxidermies à côté n'ont pas été contaminées. Ou si c'est une grosse taxidermie, puis elle rentre pas dans un congélateur, tu peux mettre ta taxidermie dans un sac poubelle, puis te faire une bombe insecticide. Tu peux acheter soit des produits insecticides. Tu t'en vas chez un exterminateur, ils ont des poudres qui se vendent pour tuer les insectes. Ou sinon, moi, un truc que j'ai, là, du spray anti-puce pour, supposons, les divans, les tapis. Je me suis rendu compte que ça marchait super bien. Puis c'est quelque chose que j'utilise aussi en prévention. Moi, 2 fois par année, à quantité de taxidermie que j'ai chez nous, je fais un spray prévention à tout, supposons les printemps, l'automne, 2 fois par année. En tout cas, je les spray toute la gang, puis je les check toutes. C'est super important. Tu peux pas juste laisser une taxidermie de même. Non, exact. T'sais, tu laisses ta porte ouverte, tu sors des plantes dehors, tu rentres après. Il peut y avoir des insectes qui vont rentrer dans ta maison. J'ai souvent du monde, des fois, qui m'écrivent, qui achètent, mettons, une chauve-souris, puis qui me disent « ma chauve-souris, elle s'est fait bouffer, puis tout ça. » Puis, tu sais, ben, des fois, des gens qui me disent « Ah, c'est de ta faute. » Je dis « Non, je dis pas de ma faute. » C'est des fois, est-ce que tu habites dans un bloc appartement? T'habites-tu dans un bloc? Peut-être que ton voisin, il y en a, puis il va en avoir chez vous. Là, est-ce que tu laisses tes portes ouvertes? Oui, parce que ça aussi, c'est une autre affaire que je veux dire. Même si la taxidermie a été faite professionnellement par un bon taxidermiste qui a fait un bon tannage puis tout, oui, il y a des risques qu'elle se fasse manger pareil par des insectes. Ça reste du cuir. Tu sais, c'est comme un manteau de cuir, c'est comme un manteau de fourrure, même affaire. Les manteaux de fourrure, les gens les gardaient justement dans des sacs plastiques. Ils mettaient des boulamites dans le garde-robe pour pas justement qu'ils se fassent manger, le manteau de fourrure. Mais c'est la même affaire. Si tu mets pas de protection avec ta taxidermie, comme un manteau de fourrure, tu le laisses aux bébites prêtes à manger, puis il va être endommagé. Aussi, mettons, les oiseaux, c'est pire, parce que les oiseaux, c'est vrai que c'est pire. C'est séché. Ouais. Donc, il y a plus de trucs à grignoter dans le cuir. C'est comme du beef jerky. Oui, c'est ça. Même affaire. C'est juste séché. Donc, il faut faire attention. Ça va être sûrement les oiseaux qui vont se faire bouffer en premier. Dans la collection. Puis, faire attention aussi si vous achetez des taxidermies dans un marché aux puces. C'est pas mal sûr à 80% qu'il y a eu ou il y a des mythes dessus. Oui. Fait que, petit conseil, vous rentrez une nouvelle taxidermie dans votre collection de taxidermie, mettez-la direct en partant. Moi, je dirais 3-4 jours au congélateur, facile. Si ça rentre, Si ça rentre. Sinon, c'est ça. Faites une bombe fumigène, là, mettez-le dans un sac en plastique. Oubliez-le pendant une semaine là, avec des produits insecticides dans le sac poubelle avec la taxidermie. Ouais. Comme ça, tu sais, juste pour être sûr. Oui, parce que ça mange les insectes aussi. Mettons les collections de papillons puis tout ça. Là, ouais. Tu vois, même moi, là, je fais vraiment attention puis tout ça. Puis des fois, j'ouvre un vieux cadre puis je suis comme il y avait une... Il y a une larve qui a mangé un aile de... Puis j'en ai pas de mythe, là. Tu sais, j'ai des trappes, je check, j'en vois jamais, là. C'est ça, c'est que tu observes quotidiennement, puis tu prends soin de ta taxidermie, là, aussi, là. C'est ça. Mais c'est ça, même là, s'il y en a une qui va rentrer à un moment donné dans un cadre qui est pogné là, tu la vois pas, puis là, tu t'en vas voir ton papillon, tu veux le changer de cadre, puis il s'effrite en 1000 morceaux. C'est un peu comme avoir des fourmis, en fait. Tu sais, à un moment donné, bon, OK, c'est propre, il n'y en a pas de fourmis, mais à un moment donné, il y en a une qui rentre, puis elle décide de
C'est la même affaire, là. C'est ça. C'est des choses qui arrivent, c'est bien plate, mais c'est ça. Ça reste quand même un animal, la peau d'un animal décédé. Fait que oui, il y a des précautions à prendre. Là, on s'est éloigné pas mal du sujet, mais je pense que c'était pertinent, là. Je pense que les gens vont être intéressés. Non, c'est de l'information pertinente parce que oui, les gens me contactent souvent par rapport à ça, là. Ouais. Puis c'est quelque chose aussi que je répète souvent, puis j'imagine que toi aussi. Je dis ça aussi parce que je suis en train de parler des crânes humains, puis je vais dire, mettons, toutes les momies ou toutes les têtes réduites ou les trucs qui ont encore de la peau, les cheveux, c'est la même chose. Les mythes peuvent aller vers ces trucs-là, puis il y a des choses qui valent des milliers et des milliers de dollars. Tu veux pas perdre ça. Exact. Puis... Mais là, t'en as d'autres bien vite en arrière, tes têtes réduites. C'est ça, tu disais que t'en avais 3, sont là. Sont là, je pense qu'on les voit là, dans le cadre. On avait parlé une, je pense, dans le premier ou deuxième épisode, justement, t'en avais une, je pense que c'était même elle que t'avais mis. Oui, bien là, je pense qu'on les voit moyen, là, mais oui, j'avais parlé en fait du processus qu'on faisait pour avoir les têtes réduites, de où ça provenait, tout ça. J'ai 2 autres têtes réduites, en fait, aussi dans ma collection, puis j'aimerais ça en avoir plus. Mais tu vois, je te dirais que comme depuis la COVID, tous les prix de toutes ont super augmenté. Puis, c'est aussi pour le marché des têtes réduites. Je voyais des têtes réduites comme en général dans les 12 à 15 000 US avant la COVID. Et là, je ne vois rien en bas de 20-25 000 US depuis la COVID. Il faut savoir qu'il y a des crânes des têtes réduites de touristes, comme j'expliquais, et des têtes de réduites qui ont été utilisées vraiment cérémoniales. Cérémoniales valent vraiment plus cher. Déjà avant la COVID, ils étaient dans les 30 000 US. Donc, ces crânes-là, ces têtes-là sont souvent encore plus chères aujourd'hui. J'en vois vraiment rarement sur le marché. Et les têtes qui vont être plus, vous voyez, avec des cheveux roux, des cheveux blonds, des features de face qui sont pas nécessairement sud-américains, ils sont quand même rendus dans les 20 000 là. Fait que, puis tu vois, j'ai la facture de une des têtes ici qui avait été vendue à l'acquéreur avant moi dans les années 70 et il avait payé 700 $. Wow! Ouais, fait que j'ai la facture encore de ça. C'est fou comment on voit que l'inflation, c'est pas juste à l'épicerie, là. Non, exact. Puis j'ai parlé avec une dame aussi qui avait une boutique d'antiquité qui en a déjà eu une dans les années 80. Elle avait vendu comme 200 $. Là. Oh my God, elle savait pas ce que ça valait. Tu sais, dans ce temps-là, je te dirais, même aujourd'hui, le temps de trouver des choses est rendu vraiment difficile parce que les gens sont au courant. Ils regardent, tu sais, c'est facile avec Marketplace, c'est facile avec ces choses-là de jumper. Avec Internet, tu peux savoir les prix. Les bids, toutes les maisons d'enquête. Tandis que même moi, quand j'ai commencé à ramasser des affaires, je te dirais peut-être quoi, en 2010, là, que j'ai vraiment comme donné un gros coup dans ma collection pour ramasser du stock. Puis on avait juste Kijiji dans le temps. C'est vrai. Puis Kijiji. eBay, t'as-tu commencé? Oui, eBay, Kijiji. Puis le marché de Oddities n'était pas full, genre populaire encore, parce qu'on était dans le temps de Oddities à la télévision, l'émission. Oui, c'est vraiment là qu'après ça, une couple d'années, ça a parti un peu plus. C'était pas full, donc c'était facile de trouver des bouteilles médicales, des dômes victoriens. Bien, je me rappelle, moi, justement, en 2010, là, moi, je commençais à collectionner de la taxidermie, là, puis je voyais des affaires, là, c'était vraiment pas cher, là, puis j'achetais comme tout ce que je voyais, des fois des affaires d'Europe. Toutes les semaines, j'étais comme crainte que le monde vende des affaires à ce prix-là. Moi, je le savais déjà en partant ce que ça valait, puis j'étais comme, wow, c'est fou! Non, le marché en Europe était plus big. Fait que le marché en Europe, les gens payaient plus cher. Même à ça, je trouvais que c'était pas cher. Puis, comparé à aujourd'hui, c'est fou, là. Et puis, je me souviens, à toutes les fins de semaine, j'allais dans un chalet de quelqu'un qui faisait une vente de succession. J'emmenais 300$, puis j'avais 5 morceaux de taxidermie. Wow! Aujourd'hui, tu serais jamais capable. Aujourd'hui, je ne suis pas capable. Les gens vendent une tête de chevreuil 300$. Moi, je la vends 250$. Ouais. Fait que je peux pas l'acheter. Tu perds de l'argent. Je perds de l'argent si j'achète des têtes de chevreuil. Fait que c'est vraiment difficile. Donc là, je me concentre plus sur les animaux exotiques parce qu'il n'y a personne d'autre qui vend ça. On n'en trouve pas beaucoup sur le marché ici, sauf les gens qui sont revenus avec des trophées de chasse. Puis là, ils vendent leur tête 2000$. Puis moi, je vends ça 500$. Donc, je me concentre sur des contacts où je fais de l'import-export. C'est pour ça que c'est super compliqué ma job en ce moment d'import-export. Là. Mais au moins, j'ai des choses que personne d'autre qui a. Donc, ma demande est quand même bonne. Puis j'essaie d'avoir quand même des prix qui sont raisonnables. C'est pour remplir ton musée. Là. Oui, quand tu trouves une pièce en général, rare. Quand je fais venir un cargo de taxidermie, mettons avec 10 morceaux de taxidermie, mais j'en garde 5 sur les 10. Oui. Puis en fait, les autres, ils servent à
payer le reste C'est du ça. cargo. Ben même, je suis tout le temps un peu dans le négatif. Ouais, je le sais. Mais des fois, je t'écoute parler, je me demande comment tu fais Non, pour mais acheter tu sais, du pain. Je fais pas ça pour faire de l'argent, cette job-là. Je le sais, Je fais ça pour construire le musée. Fait que dans le fond, c'est abus non lucratif, mon affaire. Même endettement. Oui, c'est ça. Puis tu sais, le musée, je l'ai fait parce que j'ai vraiment hâte que les gens puissent venir. Ah oui, ça va être le fun. J'ai vraiment hâte. Merci. En tout cas, j'espère que les gens qui ont écouté sur l'écran, ils vont arrêter de nous bâcher en disant vous avez tué des humains. Là. Oui, exact. Fait que là, moi, je pense qu'avec tout ce que tu as expliqué, ils vont un petit peu plus comprendre. Si vous êtes intéressés, commentez, écrivez, genre, vous en voulez plus, puis on va en faire un autre avec d'autres sortes de crânes. Il y a encore d'autres crânes que vous n'avez pas vus. Fait que oui, il y aurait de quoi faire avec ça encore. Yes, sir. Bye! Bye! Nuna cha cha, nuna cha cha, nuna. I can't stop this feeling deep inside my head. Girl, you just don't realize what you do to me. Nuna. OK, on commence. What kind of feeling? I'm high on believing. OK, je suis soufflée. Mais c'est bon, ça.